Alors il va se passer quelque chose de rare à Osons la France, puisqu'un avocat va venir parler gratuitement et avouer que ça n'arrive quasiment jamais. Et c'est maître Cécile Decauer qui va nous expliquer que le droit français a beaucoup d'atouts. Je ne comprends pas, hein. Vous avez dit que vous veniez parler gratuitement, je ne comprends pas. Ah, bon. Aude, on va peut-être se retrouver avec une douloureuse parce qu'elle n'avait pas compris qu'elle venait gratuitement. Donc bon. Je suis prête à faire une réduction. Dans ce cas-là, je vous demande de parler très rapidement parce que comme on sait que vous facturez à la minute. Non, prenons le temps. Alors, on s'était rencontrés à Paris, vous m'avez dit, il y a quelque chose dans... non, c'est bon, il est allumé. Dans l'ADN français qu'on utilise assez peu, c'est notre droit. Alors, c'est vrai que le droit est souvent vu, notamment par les entrepreneurs, comme une espèce d'angoisse, un repoussoir. Ça ressemble à un épouvantail, puisque tout le monde vous parlera des 400 000 normes françaises. Hollande avait promis un choc de simplification, mais il n'est pas encore venu. Enfin voilà, le droit, ça nous évoque ça. Comment rendre le droit français sexy et surtout nécessaire? Alors c'est vrai que le droit a un peu mauvaise presse en France. Moi, je m'en suis rendu compte parce que j'ai travaillé en Corée du Sud comme avocate et en France, j'ai toujours eu la sensation de devoir me justifier, expliquer pourquoi j'avais choisi ce métier, d'abord comme avocate, puis après comme conseil d'entreprise. Et j'ai réalisé que pour moi, cette matière qui était si passionnante, qui permettait de comprendre tellement de choses dans notre société, qui expliquait l'histoire, la philosophie, qui mettait en valeur notre langue, était mal perçue en France, alors que s'il y a un pays où on peut être fier de notre droit, c'est quand même bien la France. Et alors, je me suis dit, c'est incroyable parce que il y a vraiment tout ce qu'il faut en France pour faire ce qu'on a envie de faire. Il y a matière à rêver avec du droit français. Alors c'est beaucoup plus difficile de faire rêver avec des prestations intellectuelles qu'avec des produits comme ceux qu'on vient de voir, par exemple, tout à l'heure. Mais pourtant, il y avait quelque chose à faire. Alors, je me suis dit... pour pouvoir un peu expliquer le droit français, peut-être qu'il faut faire un peu de storytelling, justement, puisqu'on le fait pour les produits. Et s'il y a aussi, là aussi quelque chose qui s'y prête, c'est bien le droit français. Donc on a une histoire qui est extrêmement riche au niveau juridique, puisqu'on avait un droit canon, un droit canon à tous les sens du terme, le droit coutumier et on va dire la coutume. Et tout ça a été codifié en 1804. Alors on prête généralement à Napoléon cette œuvre de codification. En fait, c'est Cambacérès qui l'a fait et qui avait déjà été mandaté par Louis XIV et puis Louis XV. Et c'est cette œuvre de codification qui nous a offert ce système civiliste qu'on oppose généralement au système de common law et qui s'est répandu partout dans le monde. Et alors, vous voulez qu'on monte votre carte après. Après. Donc le système civiliste, pour expliquer un petit peu, l'idée c'est de dire, voilà, on va réunir toutes les lois dans un ouvrage. Donc c'est un phénomène de démocratisation extrêmement important puisque le peuple avait accès à la loi. On a fixé des grands principes qui sont toujours nos grands principes, à savoir la liberté individuelle, l'égalité devant la loi. Et le juge va n'avoir pour rôle que de veiller à l'application de la loi et à chercher éventuellement la volonté des parties. Par opposition à ça, vous avez la common law. La common law, ça c'est tout le droit des pays anglo-saxons qui, eux, ont un droit beaucoup plus souple, beaucoup plus adapté à l'économie, puisque c'est au moment de la construction des États-Unis qu'il y a eu ce développement de la common law. Donc en même temps que la construction d'un pays, il y a eu la construction d'un système juridique, et qui donne un rôle prépondérant aux juges, au système de précédent, c'est-à-dire à la jurisprudence, où là on fait attention à qu'est-ce qui a été la décision précédemment pour faire œuvre de loi. Donc ça, c'était le petit rappel historique des grandes distinctions entre notre droit civil et la common law. Alors on voit un phénomène assez étonnant, c'est que donc, notre droit, on le verra tout à l'heure, c'est exporté. Et pourtant, il est clairement en perte de vitesse et même franchement critiqué. Il y a eu une prolifération législative avec toutes les normes que vous évoquiez. On se sent entouré, écrasé par la loi. Et pourtant, c'est elle qui nous a permis d'avoir une liberté individuelle, de pouvoir faire valoir nos droits. Vous lisiez tout à l'heure, vous avez notamment exercé en Corée du Sud. On n'est pas là forcément pour benchmarker, mais quelle image a notre droit à l'étranger, puisqu'on verra à la fin, et c'est le titre et la raison de votre présence ici, qu'il faut effectivement oser le droit français, mais à l'étranger, on n'est pas perçu comme un droit éminemment moderne, c'est ça? Alors,
heureusement, les étrangers ne sont pas si critiques à notre égard, je pense. C'est-à-dire qu'on subit au niveau juridique les stéréotypes qu'on peut avoir sur le plan culturel. Hein. Le droit à la culture, c'est extrêmement associé. Et je pense qu'on bénéficie toujours de cette image de la France, de cette marque, pays des droits de l'homme, pays du Code civil, qui fait que globalement l'image est plutôt positive. Pour autant, nous, on se plaint effectivement d'une prolifération législative et la France a la réputation d'être extrêmement complexe sur le plan législatif. Là, je veux bien qu'on montre la carte pour qu'on voit à quel point le droit français a pu se développer partout dans le monde. Donc vous voyez, il y a une hégémonie quand même du Code civil français qui a envahi un peu tous les continents. Et du coup, j'ai trouvé les mots d'un juriste américain de 1954 qui écrivait ce qu'il pensait sur le droit français. Donc je me suis dit que le plus simple était de lui donner la parole. Donc il a écrit « Avec le Code civil, les Français ont pensé et parlé pour toute l'espèce humaine, rien de moins que l'espèce humaine. Il établit l'égalité devant la loi et la liberté individuelle. Il est bref, simple et résume pour une nation 2500 ans de culture juridique occidentale. Le génie du Code est démontré par le fait qu'il a été adopté par la plupart des nations du monde. Il a contribué à la montée du sentiment national dans le monde. Et d'ailleurs, Napoléon s'en est servi pour ça, pour construire le sentiment national en France. Les adaptations du Code civil français réalisées par les pays du Proche-Orient et de l'Extrême-Orient ont aidé à réduire les tensions entre l'Est et l'Ouest. Donc on voit très bien qu'au 19e, ce qui s'est le mieux exporté en France, c'est le droit. Vraiment, c'est à partir de 1804. D'abord l'Europe, l'Allemagne, qui a adopté les codes quelques années après, et puis progressivement les pays d'Europe de l'Est, et ensuite partout dans le monde, Amérique du Sud. Bien sûr, les anciens pays colonisés qui l'ont intégré et adapté. Et alors ce qui est plus étonnant, c'est que des pays comme au Proche-Orient, au Moyen-Orient, qui n'étaient pas colonisés, mais qui étaient plutôt sous tutorat anglais, eux ont fait le choix, pour justement s'opposer à la tutelle anglaise, de choisir le système de droit civil français. Donc ça nous enseigne ça. Et quand j'étais en Corée, pour répondre à votre question, ce qui était perturbant, c'était effectivement d'être aussi loin de la France, dans un pays culturellement si différent, et en même temps d'être dans un système juridique qui m'était familier, parce que la Corée a été colonisée par le Japon ayant construit son système juridique au moment des alliances avec les Allemands, et le droit germanique étant quand même très proche de notre code civil, je retrouvais tout à fait les notions civilistes auxquelles j'étais habituée. Et alors, non seulement, bon, moi je me sentais à l'aise et c'était extrêmement agréable, mais j'ai même eu affaire à des juges coréens qui ont voulu apprendre le français ou perfectionner leur français simplement pour mieux comprendre leur système judiciaire et juridique. Donc il y a une vraie, je dirais, pour le coup, là, le droit français, je pense, est assez sexy à l'étranger, il bénéficie vraiment de son histoire. Et on peut rapidement faire tomber quelques tabous ou alors certaines vérités, on va dire, sur le droit français. Qui était donc à son pinacle en 54. Alors, en 54, René Coty, Pierre Mendès France, c'est le top. Voilà. Alors, à tel point que M. Murdoch, qui était l'Américain que je citais, autant là, il était très juste dans ses paroles, autant il n'a pas été visionnaire, puisqu'il se disait en 54, la seule solution, c'est que le droit civiliste devienne le seul droit au monde. C'est-à-dire que pour lui, le système de common law allait progressivement, si ce n'est disparaître, au moins devoir s'adapter et devenir un système de droit civil. Pourquoi ? Parce que, comme je disais, le système de common law, c'est un système de précédent, de jurisprudence, donc c'est extrêmement difficile de pouvoir identifier quelles sont les règles applicables. En plus, ça dépend des juges, d'individus, c'est pas la loi fixée, codifiée. Donc il disait c'est impossible en termes de capacité documentaire, et puis c'est même pas souhaitable. Il faut que ce soit un droit unifié, et il n'y a que le code civil qui peut faire ça. Donc il pensait, et c'est l'inverse qui s'est On a l'impression, on parle tout le temps produit. d'américanisation de la justice. Récemment, on nous a même importé une loi on a tenté de créer des class actions à la française. Donc on voit bien qu'on est dans cette logique du fait divers qui crée précédent et du cas individuel qui crée jurisprudence. Est-ce qu'il y a moyen de retourner en arrière, et pourquoi est-ce qu'il faudrait oser le droit français ? Alors, il n'y aura peut-être pas moyen de retourner en arrière, et puis je pense que ce n'est pas souhaitable de retourner en arrière. Ce qu'il faut, à mon sens, c'est vraiment intégrer les éléments positifs des deux systèmes pour pouvoir aller vers ce vers quoi on tend. À partir du moment où il y a une mondialisation des affaires, il y a une uniformisation du droit. Et on le voit bien avec l'Europe, puisque l'Europe conduit à un droit de plus en plus harmonisé et s'inspire beaucoup du droit français, puisqu'on est une nation importante en Europe. Donc il y a cette harmonisation. Alors pourquoi il faut tenter le droit français ? Parce que dans le droit français, il y a des principes et des valeurs
qui sont essentiels, qui fondent non seulement une société, une nation, mais qui aussi, en termes d'économie, sont extrêmement importants. Le Code civil a été le premier acte juridique à reconnaître la propriété privée, à protéger les entreprises, donc le Code de commerce qui a été, lui, 3 ans après, adopté. Et du coup, la France était déjà une grande nation de commerce international et se servait avec beaucoup de succès de ces outils juridiques. Donc je pense qu'on a tous les outils juridiques français pour pouvoir, en intégrant et en conciliant le système de common law, faire en sorte que notre droit retrouve un peu de sa superbe. Donc pour être compétitif, il faut absolument maîtriser, c'est comme une langue, si vous voulez bien maîtriser un système ou une deuxième langue, il faut déjà bien connaître la sienne. Donc je pense qu'il faut déjà bien maîtriser, avoir une vue globale sur le droit français pour pouvoir concilier les deux et pouvoir s'opposer, on va dire, être un contradicteur de valeurs, parce que ce que je vois dans les négociations internationales, c'est que les Français ne savent pas contractualiser, ne savent pas sécuriser, ils ne voient pas l'intérêt. Parce qu'effectivement, en filigrane, il y aura toujours le juge, il y aura toujours la loi. Ce qui n'est pas le cas dans le droit de la common law. En common law, c'est la volonté déclarée qui est importante. Donc si vous ne l'avez pas écrit, vous n'avez pas le droit de le réclamer. Et du coup, on se retrouve face à des gens, que ce soit des entrepreneurs ou des juristes, qui savent extrêmement bien négocier. Et les Français, voilà, souvent, font du commerce à l'international sans même contractualiser et viennent nous voir après en nous disant j'ai un problème. Sauf que là, c'est difficile de faire un contentieux à l'international. Très, très difficile. En gros, ça veut dire que la naïveté qu'on nous reproche parfois sur les barrières douanières, on se l'applique aussi sur les questions juridiques. Vous travaillez en tant qu'avocate avec les entreprises, vous êtes devant un parterre. On n'a pas de stats officielles, nous on ne fiche personne, mais globalement, entrepreneurs et intrapreneurs. Peut-être un dernier mot sur comment est-ce qu'on ose ce droit français et au quotidien, comment cette matérialité deviendrait tangible. Je pense qu'il faut que les entrepreneurs prennent conscience de cet atout qu'est le droit français et du fait qu'ils sont beaucoup plus finalement sensibilisés, voire formés à la dimension juridique. J'ai des entrepreneurs qui viennent me voir en me disant c'est compliqué d'exporter, en plus il va y avoir le droit, et puis si c'est aussi compliqué qu'en France. Il faut se dire que le marché français est compliqué pour les investisseurs étrangers. Donc si les entrepreneurs français réussissent en France, ça veut dire qu'ils ont toutes les chances de réussir à l'étranger. Ils ont cette sensibilité qu'ils ont tendance à sous-estimer et inversement à surestimer les barrières qu'ils peuvent rencontrer à l'international. Donc j'ai tendance à leur dire, faites-vous accompagner, parce qu'il y a des gens qui sont là pour ça, et faites-vous accompagner par des gens qui sont à même de faire les comparaisons qui sont nécessaires, qui vont s'ouvrir à d'autres systèmes, pouvoir proposer des solutions. Être innovant, ce n'est pas impossible, au contraire, il faut l'être, je pense, même dans les prestations intellectuelles et juridiques. C'est vrai que le droit a un côté un peu traditionnel, mais il faut vraiment être innovant là-dedans. Et donc, utiliser aussi au maximum les nouvelles technologies, ça c'est quand même la deuxième grande opportunité qui nous est offerte en termes de démocratisation, d'accès à la justice, les nouvelles technologies, et puis se lancer, il n'y a pas de raison. Moi, je me souviens m'être beaucoup battue quand j'étais responsable juridique d'une entreprise coréenne qui voulait que je mette en place une politique de contrat qui était totalement close, des clauses de droit de l'État de New York, totalement inadaptées. Il a fallu se battre pieds et ongles pour leur faire comprendre que le droit français avait toute sa valeur, était vraiment un contrepoids et pouvait être tout à fait ce qui allait quand même diriger notre vie commerciale dans la vie de tous les jours. Donc c'est vrai que j'ai voulu regrouper des avocats d'origine étrangère qui sont donc biculturels pour pouvoir accompagner et offrir aux entreprises qui souvent n'ont pas les capacités de se payer des cabinets internationaux la possibilité d'avoir des avocats qui ont la double culture et connaissent bien plusieurs systèmes. Voilà, c'est la conclusion. C'est parfait. Non, j'avais une conclusion. Mais donnez-la. J'aimerais beaucoup, même si vous n'avez pas trop peur de la facturation. C'est Aude qui paye. Non, je voulais juste te dire que effectivement le droit français est absolument passionnant et qu'on a toutes les raisons d'être fiers de ce système, que c'est un atout fondamental dans notre société qui reflète notre histoire et qui peut nous donner des atouts énormes pour l'avenir, surtout dans une économie mondialisée. Les Lumières, qui ont été des philosophes, mais quelque part aussi des juristes, ont apporté ce bouleversement social et culturel. Je me pose la question de savoir si la France sera capable à nouveau de faire rêver, et notamment de faire rêver avec son droit, parce qu'elle a fait rêver avec son droit. Et donc, en conclusion, je vais citer de nouveau Monsieur Murdoch, qui a écrit donc en 1954, année de l'adoption de la TVA, qui est quand même l'invention française qui s'est la mieux exportée. Puisse la présente génération de juristes français répondre aux besoins actuels d'un ordre juridique mondial. Rien de moins que mondial. Donc,
en période de mondialisation, c'est d'actualité. Le Code civil français de 1804 a bien servi l'humanité, que cette magnifique tradition française se perpétue. Donc voilà un peu quelle est l'ambition. Et j'ai encore une dernière conclusion en off. Pour Aude de Thoin, je suis par ailleurs impliquée dans une association pour l'égalité professionnelle et je pense que c'est le seul forum auquel j'ai assisté qui n'est pas réservé aux femmes ou qui n'est pas réservé aux hommes. Et nous donner la tribune comme ça, de manière aussi ouverte et facile, c'est rare. C'est précieux, surtout pour parler d'un sujet important qui nous tient autant à cœur que les hommes. Et je pense qu'il y a différentes manières de l'exprimer et tout le monde l'exprime extrêmement bien. Donc un grand merci à Aude de Thoin et à Vincent, parce que c'est lui finalement qui m'a aussi demandé de venir et qui a combattu les certes. Merci beaucoup, maître.